Basile, votre application de recherche immobilière, présente Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous un peu partout en France. Il fait un peu gris, mais pas trop froid. Mais c'est aussi l'occasion de se retrouver en famille, puisque nous sommes samedi et vous êtes certainement à table, ou vous allez entrer à table, en écoutant Sud Radio et votre émission préférée du samedi, 12h-13h, avec Parlons Immo. Bonjour à toute l'équipe. Bérénice de Villefloriot, comment elle va aujourd'hui ? Elle va très bien. J'adore parler de moi, la troisième personne. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Si Bérénice va bien, tout va bien. Voilà. Avec notre super producteur animateur, Grégoire Darico. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Comment il va, Grégoire, aujourd'hui ? Très bien, ça va. On a hâte que ce soit les vacances quand même. Quand même, voilà. Tiré, là. Mais oui, vous aussi, un peu partout en France, vous vous dites qu'il fait bon pour les fêtes de Noël. On va faire un point en fin d'année, justement avec vous, pour vous donner un peu l'alpha et l'oméga sur l'immobilier en France. On sera avec un grand monsieur de l'immobilier qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous sur le plateau. Il s'appelle Jordan Frarier. C'est Frarier son nom, hein. Je le dis comme ça, voilà, je fais un petit clin d'œil. Il est président de Francia Transactions. Il est avec nous. Bonjour Jordan. Bonjour. Merci d'être avec nous. On écoutera également nos auditeurs après avoir récolté leurs questions par SMS en envoyant IMO au 7 20 18 avec vous, Bérénice. Oui, on va parler des assurances habitation. Vous avez sans doute remarqué votre assurance habitation qui augmente. On va voir pourquoi c'est pas prêt de s'arrêter. Absolument. Et puis on va aussi parler de viager, toujours avec vous. Et tout à fait, on va découvrir les biens viagers, des biens coup de cœur viagers. Voilà, et on va démystifier d'ailleurs le problème du viager. Ensuite, on discutera de la rénovation énergétique avec vous, Grégoire. Oui, mon cher Sylvain, avec Laurent, on va voir ce qui change au 1er janvier en matière de rénovation énergétique. Il y en a pas mal, les changements. Et puis dans notre chronique Maison Saine, je vous propose de parler du radon, ce gaz invisible, inodore, mais dangereux pour votre santé. Oui, non, il ne faut pas être radon dans la vie. Alors, tout de suite, les informations... oui, c'était facile. Les informations à retenir. Cette semaine, une grosse actualité, Bérénice. Oui, alors un programme, il y en a 3 d'actualité. Donc d'abord l'encadrement des loyers qui a été voté ce jeudi à l'Assemblée nationale. Ensuite, je vais vous parler des vives réactions que ce vote soulève chez les élus, chez les professionnels. Et enfin, une étude choc qui nous révèle qu'un tiers des grandes villes françaises sont aujourd'hui inaccessibles aux familles. Oui, une étude du Figaro d'ailleurs. On va commencer avec l'encadrement des loyers. Alors, incroyable, bravo. Une nouvelle loi a été votée. C'était jeudi à l'Assemblée. Oui. Elle a été adoptée en première lecture, donc une proposition de loi qui vise à pérenniser et renforcer l'encadrement des loyers. Jusqu'ici, je vous le rappelle, c'était une expérimentation. Sans nouveau texte, elle devait s'arrêter fin 2026. Alors concrètement, l'encadrement des loyers, c'est quoi ? C'est un système où dans certaines villes, on fixe un loyer de référence et un loyer plafond selon le quartier, la surface et le type de logement. Le propriétaire ne peut pas dépasser ce plafond, sauf exception, via un complément de loyer censé être justifié par des caractéristiques vraiment particulières, une vue par exemple sur la Tour Eiffel à Paris. Voilà. Ce que prévoit le texte voté hier. Alors concrètement, c'est élargir l'accès au dispositif, l'accès dans davantage de communes. Davantage de communes pourraient le mettre en place si elles le souhaitent. Ensuite, le texte dit mieux encadrer le complément de loyer. L'idée est de limiter les abus et les contournements parce qu'il faut le dire, c'est quand même assez flou et il y en a. Ensuite, le texte veut durcir les sanctions quand les plafonds ne sont pas respectés. Et enfin, mieux protéger les locataires, notamment contre certains congés de représailles. En clair, éviter qu'un locataire soit puni parce qu'il a contesté un loyer. Mais... et c'est important, ce n'est pas terminé, on est au stade de la première lecture. Donc c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Le texte maintenant doit poursuivre la navette parlementaire, il va aller au Sénat. Alors cette loi, on peut le dire, même si c'est plutôt une bonne intention sur le papier, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne connaît pas l'effet de ce dispositif, l'effet net. Alors il y a déjà un effet immédiat. L'effet immédiat, ça peut limiter en effet certains loyers sur le papier, mais encore faut-il que ce soit appliqué et contrôlé. Ensuite, il y a un effet sur le long terme. Et là, le débat est explosif. C'est là où personne n'est d'accord. Le gouvernement dit attention, attendons une évaluation. Il faut savoir qu'il n'y a eu aucune étude d'impact sur ce dispositif et c'était un test, ce dispositif. Donc il y a un rapport qui est attendu au printemps, vers mai 2026. Et au niveau européen, prudence aussi, la Commission européenne rappelle que le contrôle des loyers peut soulager à court terme, mais qu'à long terme, si c'est mal calibré, ça peut réduire l'offre locative et dégrader l'entretien des logements parce que la rentabilité et l'incitation à rénover se tendent. Et enfin, côté terrain, vous avez aussi les analyses d'un observatoire que je vous conseille d'aller voir sur Internet, c'est Clameur, l'observatoire de Pluriance qui est pour nous, journalistes, vraiment le plus fin et le plus fiable. Eux soutiennent que
l'encadrement ne fait pas baisser le loyer et qu'il fragilise l'offre. Donc il y a beaucoup d'affirmations et une évaluation scientifique donc, qui est très attendue en mai. Alors justement, un complément d'information sur l'observatoire Clameur, ils enregistrent les baux, vous savez, qu'ils font, et pas les tendances de loyer pratiquées par les moteurs de recherche. C'est important parce que ça reflète réellement la réalité. Et ils sont vraiment capables de faire... Et c'est pour ça qu'ils sont précis et fiables. Absolument, ils en font la démonstration. Alors justement, il y a de nombreuses réactions qui ont été constatées. Oui, alors il y a Jean-François Copé, le maire de Meaux. Alors lui, il n'y est pas allé par quatre chemins. Il a dit, je cite, « L'encadrement des loyers, c'est un truc de gauche. Si je le fais un jour, j'aurais perdu la boule. » Voilà, c'est dit pour lui. Donc c'est une mesure vraiment idéologique qui marche pas. Édouard Philippe, qui est candidat à la présidentielle, s'est aussi exprimé, qui est maire aussi, s'est exprimé donc cette semaine au congrès de la Fédération nationale de l'immobilier et lui se montre aussi très très réservé sur le dispositif. Et puis moi j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les présidents des grands réseaux immobiliers en début de semaine. Je voulais quand même vous en parler, donc Century 21, Orpi, La Forêt, et tous m'ont dit la même chose. L'encadrement des loyers fait clairement fuir les investisseurs. Et là ce sont pas des opinions politiques, hein, ce sont vraiment des chiffres. Par exemple La Forêt, pour La Forêt, le réseau La Forêt, donc l'année dernière ils ont enregistré que les investisseurs représentaient 27% des acheteurs. Eh bien aujourd'hui, ils ne sont plus que 17%, donc une chute de 10 points. Et ce qui est très révélateur, c'est que tous les patrons de réseau m'ont confié que sur le terrain, la première ou la deuxième question que posent les investisseurs avant d'acheter, c'est est-ce que la ville a un encadrement des loyers ? Si c'est oui, eh bien ils n'y vont pas. Donc voilà, ça montre qu'il y a un véritable problème parce que sans investisseurs, ça veut dire moins de logements disponibles à la location, parce que je vous rappelle que la plupart des logements en location sont détenus par des petits propriétaires particuliers et donc ça fait moins d'offres et donc ça fait aussi monter les prix. Donc voilà, il y a un vrai paradoxe, c'est pas une question qui est évidente. Bien sûr, on sera les amis très vigilants. Ouais, et puis on va continuer à en parler en fin d'émission avec notre invité parce que c'est un sujet qui mérite débat. Oui, absolument. Et pour finir, Bérénice, vous avez parlé d'une étude sur l'accès au logement, notamment pour les familles. Oui, alors ça c'est une étude qui fait froid dans le dos, Sylvain. C'est une étude Le Figaro Immobilier qui a analysé 470 villes de plus de 20 000 habitants et la conclusion est claire. Dans un tiers des grandes villes françaises, les familles ne peuvent plus acheter un logement adapté à leur taille, même avec 2 salaires moyens. Je ne sais pas si vous imaginez. Absolument. Donc pour un T3, pour vous donner du concret, pour un T3, quand arrive un premier enfant par exemple, l'étude identifie 21 villes où 2 salaires moyens ne suffisent déjà plus. Pour un T4 avec 2 enfants, en principe, 62 villes deviennent inaccessibles. Et alors pour un T5, là, avec 3 enfants ou plus, 4, 5 enfants, 148 villes, là on bascule dans une vraie fracture. Donc les zones les plus touchées, sans surprise, l'Île-de-France, où c'est très très cher, les littoraux atlantiques et méditerranéens, et la Haute-Savoie. Et l'étude donne des exemples très parlants. L'écart entre ce qu'un couple peut emprunter et le prix médian d'un T3 explose dans des villes comme Biarritz, Clichy, Cannes et même Paris. Donc la traduction, pour résumer, c'est simple. Pour beaucoup de familles, il faut réduire la surface, il faut s'éloigner de son emploi, de l'école de ses enfants ou repousser le projet. Donc ce qui est dramatique, c'est que le logement familial devient un marqueur d'inégalité territoriale. Et ça, c'est vraiment à prendre en considération. Et c'est même devenu un produit de luxe, Dixit. Et les politiques doivent s'en emparer et s'occuper de ce sujet, messieurs. Voilà. Ainsi parlait Bérénice de Villefloriot. Et tout de suite, on va attaquer le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Alors, pour cette chronique, on retrouve chaque samedi matin avec vous, Grégoire Darico, et bien sûr, l'incontournable docteur Laurent Permas, le patron thérapeutique de l'éco-rénovation en France. Comment il va, Laurent, aujourd'hui ? Mais écoutez, ça va bien pour un samedi. Voilà, c'est proche des fêtes. C'est sportif. Allez, on entame notre chronique, Laurent, parce qu'aujourd'hui, on va faire le point sur ce qui change, et ça bouge beaucoup, pour les aides à la rénovation énergétique à partir du 1er janvier 2026. C'est le moment peut-être d'anticiper et d'y voir plus clair. Avec moi, comme toujours, donc Laurent Permas. Merci d'être avec nous. Laurent, on commence par quoi ? On commence tout simplement par ce qui peut s'annoncer de sympathique en 2026, avec une année charnière. Alors plusieurs aides justement évoluent, certaines disparaissent, d'autres se transforment. Ça va être superbe et donc c'est l'objet un peu de cette chronique. Tout était possible en 2025 et peut-être il nous reste que quelques semaines pour en profiter. On commence par la plus connue, mon cher Laurent, MaPrimeRénov'. Oui, MaPrimeRénov'. On commence maintenant, les Français commencent à être habitués à ce sigle. À partir du 1er janvier 2026, en fait, justement, MaPrimeRénov'
MaPrimeRénov' va favoriser les rénovations globales. C'est celles qui ont le plus d'impact avec au moins 2 étiquettes que vous gagnez. Si vous aviez prévu un seul geste comme isoler un mur ou remplacer une chaudière, attention, ce type de travaux ne sera plus éligible seul. Un exemple très concret, isoler ses murs extérieurs, c'est jusqu'à 60 € par mètre carré d'aide. En 2026, si c'est votre seul chantier, pas d'aide. Donc il faudra désormais regrouper plusieurs travaux pour obtenir une aide et pour cela, un audit énergétique est obligatoire. À partir de combien? 2 travaux, 3 travaux? À partir de 2. À partir de 2 travaux, ce qu'on appelle les travaux de grande ampleur, les chantiers de grande ampleur. Je fais les murs, la fenêtre ou les combles et tout. Et en plus, c'est très pertinent. C'est bien, c'est bien. Il en faut au moins 2. Donc Laurent, si je vous écoute, il y a des équipements qui ne seront plus aidés du tout. Exactement. Alors, plusieurs postes disparaissent justement du dispositif. Les chaudières biomasse, qui pouvaient rapporter jusqu'à 11 000 € d'aide, elles seront plus financées seules. Okay. Donc, il faut les murs, les fenêtres ou autres. Au moins 2. Les pompes à chaleur RR, déjà exclues en 2024, ne reviendront pas, hélas. Alors, on peut se dire, c'est la climatisation, surtout. Et les fenêtres portes volets roulants sont de plus en plus marginalisées dans les aides nationales. Donc, il reste possible quand même de les financer, mais uniquement dans une rénovation, on le répète, global, au moins 2 équipements. Est-ce que vous avez quand même des bonnes nouvelles côté financement? Voilà, on est proche de l'année 2026. Oui, l'éco-prêt à taux zéro, l'éco-PTZ justement, est prolongé jusqu'en 2027. Pour rappel, il permet d'emprunter jusqu'à 50 000 € à un taux zéro, remboursable en plus sur 20 ans pour financer tous vos travaux. Et puis, c'est cumulable avec MaPrimeRénov'. Un exemple, une rénovation globale à 40 000 €, vous recevez 12 000 € d'aide et financez le reste avec un éco-PTZ à taux zéro. Et en 2026, justement, certaines banques vont même proposer une instruction simplifiée du dossier qui était un petit peu un frein pour les Français, justement pour obtenir ce type de dispositif. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Côté facture, le chèque énergie, ça continue? Oui, bonne nouvelle. En 2026, justement, le seuil de revenus pour y avoir droit augmente légèrement parce que les prix ont quand même, c'est très volatile. Concrètement, une personne qui gagne jusqu'à 13 200 € par an pourrait recevoir entre 100 et 200 € pour alléger ses factures, c'est pas neutre. Et puis aussi se servir justement de payer une facture d'entretien chaudière ou même financer une partie de l'audit énergétique. Est-ce qu'il y aura des obligations en plus? Voilà, le gouvernement là-dessus, avec le projet de loi de finances, vise l'obligation d'installer un thermostat dans tous les logements d'ici 2030. On en avait parlé lors de notre précédente rubrique. C'était prévu en 2027, c'est repoussé, mais c'est quand même un bon geste. Et puis dès 2026, certains logements rénovés avec aide devront être équipés, tout simplement parce que un thermostat bien utilisé, c'est jusqu'à 15% d'économie sur la facture de chauffage. Oui. Le coût moyen du thermostat, c'est entre 200 et 500 €. C'est quand même très vite amorti. Bon, allez Laurent, pour conclure, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Allez, 3 actions clés. Faites des travaux par geste avant la fin de l'année. C'est quand même, il reste que quelques semaines. Si vous aviez un projet simple, c'est-à-dire avec juste un seul travaux, voilà. Et puis pensez à la rénovation globale pour 2026. Il y a plus d'aide, mais c'est plus exigeant. Mais vous pouvez l'étaler sur plusieurs années. Et c'est vraiment impactant pour diminuer votre facture justement d'énergie. Et puis anticiper avec un audit énergétique. On le dit à chaque fois. C'est souvent le premier pas pour monter un bon dossier. Ça donne la stratégie, le chiffrage. Et vous pouvez définir des priorités. Merci beaucoup Laurent Permas. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Et bien sûr, on va se retrouver dans quelques instants, les amis, notamment avec une petite pause, et on répondra aux questions de nos auditeurs avec vous, Bérénice de Villeflorion. On va parler des assurances habitation qui augmentent. Je vais vous dire pourquoi. Et on recevra bien sûr notre grand invité qui est sur le plateau, c'est Jordan Frarier, président de Foncia Transactions. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Et à tous ceux qui nous rejoignent, si vous êtes à table, on vous souhaite un excellent appétit un peu partout en France et on vous présente effectivement nos vœux de belles fêtes de fin d'année, l'occasion de se détendre et de passer du moment en famille. On va parler de votre logement justement et on va répondre à vos questions. Et cette semaine, nous avons reçu un SMS. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, Bérénice, donc on a reçu ce SMS sur l'assurance habitation qui a flambé littéralement. Ça. Oui,
Un SMS. Bonjour, je m'appelle Étienne, j'habite à Saint-Étienne. Je viens de recevoir mon avis d'échéance et mon assurance habitation augmente nettement alors que je n'ai eu aucun sinistre et que je n'ai rien changé chez moi. Je ne comprends pas pourquoi. Alors Étienne, c'est pas un cas isolé, on a reçu plusieurs demandes comme ça. Pour y répondre, on accueille notre expert Cédric Ménager. Vous êtes directeur général du comparateur lesfurets.com. Merci d'être avec nous. Et alors, première question, pourquoi les assurances habitation augmentent ? Bonjour. Alors les assurances habitation augmentent. Alors essentiellement à cause des catastrophes naturelles, l'augmentation du rythme et de l'intensité de ces catastrophes naturelles qui ont pour conséquence d'avoir des dégâts et donc des réparations et donc des coûts pour les assureurs. Mais elles n'ont pas eu lieu partout Non, mais en fait, il y a un principe de mutualisation, c'est ça ? Ah oui, c'est ça. Exactement. C'est pas évident à expliquer aux Français, ça. En fait, le système français, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est un système bien particulier. L'ensemble des ménages cotisent. En fait, c'est de la mutualisation et on paye pour ceux qui sont touchés par les intempéries, par exemple. D'accord. C'est ça. Exactement. Et en plus précisément sur la partie catastrophe naturelle, il y a une caisse commune qu'on appelle justement, qui permet de couvrir les surprimes de catastrophes naturelles et qui va être répartie là pour le coup en fonction des cas locaux déclarés en catastrophe naturelle. Donc c'est en effet un principe de mutualisation qui est pour le bénéfice de la plupart, mais en effet certains qui vont être peut-être moins touchés peuvent trouver ça un petit peu injuste, mais c'est quand même un principe quand même qui est plutôt favorable à l'ensemble des Français. Et est-ce que c'est une tendance qui va durer ? Alors oui, on a eu une augmentation vraiment spécifiquement forte l'année dernière parce que justement la surprime a été augmentée très significativement l'année dernière et donc on avait des augmentations de l'ordre de 8 à 12%. Cette année, on estime que ça va être plutôt, donc pour 2026, de l'ordre de 4 à 8%. Donc c'est encore, ça se calme un petit peu, mais ça reste encore assez important et parce qu'on a encore des événements forts. Cette année, on a eu beaucoup de grêle par exemple et c'est vraiment la grêle, c'est pas forcément ce qu'on voit comme étant le plus dangereux, mais c'est ce qui a le plus d'impact en termes de coûts pour les assureurs. Ah bah oui, c'est ce qui fait le plus de dégâts en fait. Enfin, plus régulièrement des dégâts en tout cas. Et alors, il y a une question qu'on est obligé de vous poser. Est-ce que le risque, parce que ça augmente quand même depuis plusieurs années, est-ce que le risque, à terme, dans quelques années, c'est que certaines communes plus exposées, par exemple, aux inondations, à la sécheresse, à la grêle, pourraient voir leurs habitants qui ne sont plus du tout assurés, ou mal assurés, ou plus du tout couverts. Plus assurables, oui, ça arrive, ça pourrait. C'est un risque, ça ? Ça pourrait, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui parce que les assureurs sont vraiment mobilisés pour que ça n'arrive pas et ils ont pris des engagements pour avoir des voies qui soient disponibles sur l'ensemble du territoire. Alors, on voit quand même aujourd'hui des évolutions de prix et de tarifs qui sont différenciés en fonction du lieu d'habitation et donc ça prend quand même un petit peu en compte le risque climatique. On a vu par exemple là cette année une différenciation assez forte par exemple entre les appartements et les maisons où on a eu une baisse du prix de l'assurance pour les appartements alors qu'il y a une hausse très significative pour l'assurance des maisons. Donc déjà ça prend un petit peu en compte ce risque, mais si on regarde au niveau géographique, là aussi on voit quand même des augmentations. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'offres disponibles, je pense que c'est pas un risque à court terme. Par contre, ça peut être quelque part par défaut, puisque si les prix deviennent trop importants, peut-être que des personnes vont renoncer à s'assurer parce que la prime sera trop importante. Donc c'est plutôt ça le risque que le fait qu'il n'y ait pas d'assurance disponible. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, j'en ai parlé cette semaine dans la pré-matinale avec Benjamin Glaise. Il y a certains courtiers qui estiment qu'en 2050, l'assurance habitation pourrait plus que doubler en passant en moyenne de 500 € par an aujourd'hui à plus de 1000 €. Donc là, on est vraiment sur un gros sujet de pouvoir d'achat durable, donc un gros sujet pour les Français. Vous confirmez, Cédric ? Absolument. Non, absolument. La trajectoire est a priori avec une inflation qui va rester forte parce que le risque climatique ne va pas s'augmenter. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Cédric Ménager, directeur général des Furets.com. Merci d'avoir été notre expert. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.
Et c'est l'heure de recevoir notre invité du jour pour cette première partie d'entretien. Bonjour Jordan Frarier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Foncia Transactions. Alors, on parle d'une reprise, et c'est vrai qu'on parle d'une reprise du marché de l'ancien. C'est clair, tous les indicateurs commencent à être sévèrement ouverts, tant mieux. Est-ce que vous nous confirmez justement que cette dynamique est repartie, mais surtout, est-ce qu'on est sur un train finalement plutôt durable ? Alors, ça va bien, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, mais ça va pas encore assez bien. C'est-à-dire que on est à peu près tous unanimes pour dire qu'on a terminé l'année sur une trajectoire à plus 10% après une année 2024 qui avait été presque catastrophique. Donc ça va mieux. Maintenant, on va finir autour de 930-940 000 ventes. C'est pas suffisant pour que le marché immobilier ancien soit sain. Il faut qu'on revienne autour du million. Est-ce que vous pensez justement, c'est ce que vos confrères souvent disent, qu'on ne revivra jamais justement cette période bénie où on était un peu plus d'1 million de transactions? Pour vous, le curseur, il est là? Alors non, quand je vous dis 1 million, je fais référence aux années 2018-2019. Je comprends. Je fais pas référence aux années 2021-2022 où là Bien effectivement sûr. on avait dépassé même 1 million 200 000. Oui. C'est exceptionnel, c'est anormal, c'est pas ça. C'est vraiment de revenir sur 2018-2019. Je suis convaincu que la bonne rotation de l'ancien en France, c'est autour du million de ventes. On a quand même un sacré écart entre 2024 et 2025, donc et l'atterrissage prévu. À quoi vous l'attribuez cette reprise? Tout simplement la baisse des taux. Qui ont permis clairement qui ont redonné du pouvoir d'achat aux Français, qui avec des prix qui se sont globalement stabilisés. Chez Foncia, on constate un plus 1%, et on voit quoi en face? On voit que les acquéreurs ont pu acheter 1 mètre carré de plus. Bon bah voilà, ça suffit pour redynamiser un petit peu le marché. Alors les prix, parce que c'est le risque, si le prix quand le marché repart, et surtout quand on voit que la vitrification du marché locatif, avec une offre qui s'est carrément réduite de moitié, ils repartent légèrement à la hausse. Justement, les surfaces vendues progressent un peu. Est-ce que vous craignez pas, peut-être, parce que c'est inhérent ou c'est structurel au marché, que la reprise entraîne inévitablement, encore une fois, une spéculation sur les prix? Alors pour le moment, ça se maintient bien, aussi parce que les taux se sont stabilisés. Depuis 6 mois, on voit bien que ils ont légèrement réaugmenté, mais rien de grave. Et ça, c'est ça pour moi qui a permis de maintenir les prix. Je suis d'accord avec vous. Vraisemblablement, si comme on nous l'avait annoncé fin 2024, les taux étaient redescendus sur une base 2,5 à l'horizon de l'été, vraisemblablement, on aurait eu des prix qui auraient augmenté davantage. Alors, on dit que les délais de vente, vous savez, les délais, c'est la période dans laquelle ça reste soit sur un portail ou en agence, tourne autour de 3 mois. Vous confirmez ou c'est rapide, c'est lent, c'est comment? Alors je confirme, on a cette donnée-là aussi chez Foncia, on est autour de 90 jours, et c'est effectivement un délai qui est plutôt normal. C'est un délai normal. Un délai normal. Il n'y a pas eu de retard. Donc le marché c'est vraiment corrigé. Le marché s'est vraiment corrigé, bien sûr. Alors, on a beaucoup parlé de vendeurs qui avaient du mal à ajuster leur prix. On peut le comprendre. Quand on a acheté 100 et qu'on nous dit que ça vaut maintenant, aujourd'hui, 80, 85, j'exagère, mais on n'est jamais enclin à baisser les prix. Justement, est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à ces ajustements? Est-ce qu'il y a plus de réalisme? Puisqu'on voit clairement, et c'est ce que vous dites d'ailleurs dans le marché, c'est comme ça qu'on appelle le marché, c'est un marché maintenant qui est devenu un marché d'acquéreurs. Marché d'acquéreurs, oui. Alors on l'a constaté aussi sur les mois de septembre et octobre, qui ont été très forts en termes de volume, de dynamique, vraisemblablement lié au fait que une partie des Français qui se posaient encore la question de concrétiser ou pas leur projet l'ont accéléré par peur d'une remontée des taux, mais on parlera peut-être de 2026 tout à l'heure. Bien sûr. Les vendeurs, ils sont devenus plus raisonnables et peut-être mieux raisonnés, parce que le délai moyen de vente s'est pas raccourci, ce qui signifie quoi? Qu'on a dû faire preuve de beaucoup plus de pédagogie dans notre accompagnement pour les accompagner, leur faire entendre que parfois le prix était surestimé. Maintenant, quand vous restez sur un délai moyen de 90 jours, il veut dire quoi ce délai moyen? Que vous avez à la fois des vendeurs qui vendent en 15 jours, 3 semaines, et à la fois des vendeurs qui continuent de vendre en plus de 6 mois. Oui, et on sent également rapidement que l'enthousiasme est revenu. Les porteurs de projets reviennent, et il y a toujours autant d'appétence, mais quand même un peu de prudence. On va justement se projeter, si vous voulez bien, avec vous, Jordan Frarier, sur 2026, dynamique, oui, mais avec des points de vigilance importants. Sur cette deuxième partie d'entretien, vous êtes sur Sud Radio, vous êtes dans Parlons Immo. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Chers amis,
bonjour. J'avais envie de le faire. Voilà. C'était très bien, bravo. Merci, bon appétit à tous. Vous êtes un peu partout en France, à table avec vos amis en famille. On est ravis d'être avec vous. Vous vous préparez pour Noël. On vous souhaite de belles fêtes de Noël, n'est-ce pas l'équipe? On souhaite à nos amis de belles fêtes de Noël. Profitez-en. Absolument. Profitez-en pour vous reposer et justement passer du temps avec ceux que vous aimez. Deuxième partie d'entretien avec notre invité qui est toujours avec nous. Merci d'être resté avec nous, Jordan Frarier. Vous êtes président de Foncia Transactions. Optimiste sur 2026, Jordan. Qu'est-ce qui vous rend confiant sur la poursuite de cette dynamique? Je suis toujours optimiste. Par nature. Par nature, exactement. Ce qui me rend confiance, c'est que pour le moment, les taux se stabilisent et devraient rester stables. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Ça permettrait d'assurer un marché 2026 à peu près à la hauteur de celui de 2025. Alors justement, la prudence quand même commande, puisqu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de rétropédalage sur les taux d'intérêt. Qui aurait imaginé, je pense qu'avec l'expérience que vous n'avez pas vu venir, comme tous d'ailleurs, qu'en moins de 3 mois, on allait prendre 300 ou 400 points d'augmentation de points de base sur les taux d'intérêt. Est-ce que, à votre avis, selon les éléments dont vous disposez, vous pensez que le plateau des taux va continuer à perdurer sur la même stabilité? C'est les informations qu'on a exactement, avec éventuellement une remontée de 0,1, 0,2. Donc rien de dramatique qui permettrait de revenir sur le niveau 2025. On en a parlé tout à l'heure, les propriétaires se font littéralement... égorgés, massacrés, cloués au pilori, plus rien ne leur est épargné. Et c'est absolument incroyable. Et notamment, regardez la taxe foncière, et souvent avec Bérénice, on fait beaucoup de papier sur cette question. On a des hausses qui vont jusqu'à plus de 60%. C'est absolument intolérable. En quoi, justement, pour vous qui faites de la transaction, qui êtes quand même le groupe moteur en France de la transaction, vous pensez que ça peut avoir un impact négatif ? Il y a deux impacts. Il y a l'impact pour l'occupant, je vais l'appeler comme ça. Et là, c'est un impact classique, malheureusement, pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat, oui. Et il y a un impact rentabilité pour l'investisseur, pour le bailleur. Parce que justement, aujourd'hui, sur quoi il peut compter l'investisseur en termes de rentabilité? Parce que quand on voit certains taux de rentabilité, on n'est pas loin du taux du livret A. Exactement. Exactement. C'est ce que j'allais vous répondre. Je veux dire, bon, avec quand même une différence, c'est que l'avantage d'acheter de l'immobilier, il faut quand même le dire aux Français, c'est que c'est comme si on mettait de l'argent au coffre, quelque part. Ça bougera pas. Mais est-ce que justement cette appétence-là des Français est toujours aussi présente? Alors l'envie, elle est toujours aussi présente. Ils aiment la pierre, les Français. Exactement. C'est ce que j'allais vous dire. Ça reste le sujet de préoccupation numéro 1 des Français, que ce soit pour le toit, le foyer, ou que ce soit pour l'investissement, la constitution d'une retraite. Ça reste leur préoccupation numéro 1, leur envie numéro 1. Par contre, est-ce qu'ils peuvent le faire? C'est là que la donne a changé. Justement, pourquoi c'est quand même... Et alors, on y a répondu en partie, mais c'est toujours difficile d'investir en ce moment dans l'immobilier, ou simplement de devenir propriétaire en 2025. On voit bien, par exemple, un curseur incroyable, c'est que l'âge avec lequel on arrive on accède à la propriété, il s'étend de plus en plus. Il a pris quelques années là sur les 20 dernières années. On accédait à la propriété entre 28 et 30 ans. Aujourd'hui, on est plutôt dans les 35-37 ans, quoi, ou 35-40 ans carrément. On a même des personnes sur le plateau là qui n'ont pas encore accédé, et d'autres, oui, déjà, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que finalement devenir primo-accédant aujourd'hui, acheter sa résidence, ça devient parfois un rêve un peu lointain. Si on n'est pas aidé, ça devient très difficile. Et pour les bailleurs, les investisseurs, je tiens à le préciser, qui sont quand même souvent vus, décrits comme des Français qui gagnent beaucoup d'argent avec l'immobilier, ce qui n'est absolument pas le cas. On gère à peu près 400 000 logements chez Foncia. La plupart, c'est qui alors, vos clients? Et la plupart, c'est monsieur et madame tout le monde. Ils détiennent un bien, maximum 2 biens. On a 400 000 biens, je vous le disais. On gère 300 000 clients. Je vous laisse faire le calcul. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Ils ne gagnent pas d'argent avec l'immobilier. Je le disais tout à l'heure, ils préparent une retraite, ils préparent la scolarité des enfants, un complément de revenus, c'est ça qu'ils préparent. Sauf qu'aujourd'hui, on en a rigolé, on est sur des rentabilités à hauteur du livret A. Donc même les Français qui ont envie d'aller vers l'immobilier ou vers l'investissement immobilier, même quand ils le veulent, ils ne le peuvent plus.
Parce que l'effort d'épargne est devenu trop important. Bien sûr, et ça devient effectivement un produit luxe. Mais heureusement qu'il y a des groupes comme vous qui aident les Français au quotidien à se loger, parce que je rappelle quand même que vous êtes une entreprise de premier plan en France, avec des centaines, des millions de clients. Merci Jordan Frarier. Restez avec nous, puisqu'on a une grande question sur les propriétaires, justement, à vous poser, avec un texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale, qui va faire la navette avec le Sénat, et c'est la grande question, et c'est d'ailleurs notre grand coup de gueule du jour, on peut le dire. Oui, c'est sur l'encadrement des loyers. Voilà, on peut le dire, bien évidemment. Restez avec nous. Merci Jordan Frarier. Et tout de suite, on va parler de la qualité de l'air dans votre logement. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Et oui, Maison Saine, vivre dans une maison saine pour être sain et respirer un air sain, maîtriser les problématiques d'humidité et de la qualité de l'air, n'est-ce pas Grégoire? Et oui mon cher Sylvain, et cette semaine on va parler d'un polluant invisible, inodore et pourtant bien présent dans nos logements, c'est le radon. Alors un mot qui fait un peu peur, hein, et c'est justifié car ce gaz radioactif naturel issu du sol concerne potentiellement une maison sur deux en France. Alors pour faire le point là-dessus, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous et merci d'aborder ce sujet qu'on connaît encore trop peu mais qui mérite toute notre attention. Et oui Édouard, première question, qu'est-ce que c'est que le radon ? Eh bien le radon c'est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient notamment de la désintégration de l'uranium présent dans certains sols roches du sol et notamment les granites et le schiste. Il est incolore, il est inodore, mais il peut s'accumuler dans les bâtiments, notamment dans les pièces basses, type cave ou sous-sol, avant de se diffuser dans le reste du logement. Le radon, c'est un gaz qui est présent partout en France, mais 31 départements sont plus exposés. On peut consulter une cartographie du radon sur le site de l'INRS. Et donc vous l'avez dit, c'est assez fréquent en France. Il y a des chiffres récents là-dessus ? Oui, la dernière campagne nationale logement, la CNL2, a montré que 40% des logements testés contiennent du radon. Ça représente plus de 10 millions de ménages en France et environ 12% dépassent le seuil d'alerte de 300 becquerels par mètre cube, qui est la valeur de référence sanitaire. Bon, la question principale, c'est est-ce que c'est dangereux le radon ? Eh bien oui, le radon, c'est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. En France, il est à l'origine de plus de 3000 décès par an selon Santé publique France. Ce n'est pas immédiat comme un gaz toxique, mais une exposition prolongée sur plusieurs années augmente fortement le risque de cancer du poumon. Alors je lis la surprise sur mes camarades sur le plateau, sur le visage de mes camarades sur le plateau. Comment est-ce qu'on s'en protège, Édouard ? On a vu que la ventilation c'était important, mais j'imagine que c'est pas suffisant. Oui, mais attention, en effet, la ventilation mal gérée peut aggraver le problème. Par exemple, les VMC qui mettent le logement en dépression, c'est-à-dire qu'elles attirent l'air extérieur vers l'intérieur. Et dans ce cas, en aspirant l'air, elles peuvent faire remonter le radon depuis le sous-sol ou les pièces basses vers les pièces de vie. Donc attention. Vous confirmez donc, la solution c'est pas forcément de ventiler plus fort. Exactement Grégoire, il faut plutôt chercher à installer une centrale de traitement d'air qui va mettre le logement en surpression pour renouveler l'air dans les pièces de vie et limiter l'entrée du radon dans l'habitation. Il faut sceller les fissures dans les planchers, créer une ventilation spécifique en sous-sol ou installer des systèmes de dépressurisation des sols lorsque c'est possible. Le tout sur la base d'un diagnostic, pas au hasard. Évidemment, justement, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est concerné par le radon chez soi ? Ah oui, ça c'est la grande question. Hein. Ouais. Il existe, Grégoire, il existe des kits de mesure du radon très simples à utiliser que l'on place justement dans les pièces qui sont concernées. Certains sont disponibles via les mairies ou les ARS, surtout dans les zones à risque. Et en cas de doute ou de taux élevé, il faut faire appel à un professionnel car chaque maison est différente. Le sol, la structure, la ventilation, tout compte. Allez Édouard, un mot de conclusion pour celles et ceux qui nous écoutent. Oui, le radon est invisible, mais il n'est pas invincible. La première étape, c'est d'en avoir conscience pour pouvoir agir si nécessaire. Une maison saine, c'est pas seulement une maison propre, c'est une maison où l'air que l'on respire ne met pas notre santé en danger. Informer, mesurer et traiter le radon, c'est finalement allumer un chandelier dans une pièce sombre. On rend visible ce qui ne l'était pas et on se donne les moyens de mieux protéger celles et ceux qui y vivent. Alors vous tous qui nous écoutez, allez sur le site de l'INRS pour savoir si votre région est concernée et puis renseignez-vous sur ce gaz qui pourrait sévir chez vous. Oui, et justement, je vois que Jordan Frarier, le président de Foncière Transactions, justement, vous étiez aussi surpris. Ça vous surprend ce que dit Édouard David ?
Ah, ça me surprend beaucoup. Oui. Et pourtant, vous faites des milliers de ventes tous les jours, vous. Hein. Oui, mais sans avoir ce niveau de chiffre de conséquence. Là, vous vous rendez compte qu'il y a quasiment plus de morts qu'il y en a sur la route. Exactement. C'est incroyable. Je pense qu'il y a une rencontre qu'il faudrait que nous organisions sur Mise en scène avec vous, Jordan Farier. C'est hallucinant ce que vous nous dites, et heureusement que vous le faites. Moi, je pense qu'on devrait prescrire par la Sécurité sociale ce que nous dit Édouard David chaque semaine. Voilà. Merci à vous. Merci. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Voilà, une nouvelle petite pause et on se retrouve juste après pour la dernière partie de notre émission. On va parler justement du viager. Voilà, on va déconstruire le mythe que l'on a sur le viager. On va faire ça avec vous, Bérénice. Et oui, je vais vous présenter avec l'Office du viager de Bien Viager. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Et oui, comme ça, le samedi, vous êtes sur Parlons Immo, votre émission qui parle de votre logement, de votre immobilier un peu partout en France. 12h, 13h sur Sud Radio. On est ravis d'être avec vous. Et tout de suite, on va répondre à vos questions et notamment, on va faire le point sur le viager. Parlons viager. avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Avec vous, Bérénice. Et oui, on met à l'honneur deux nouvelles opportunités en viager aujourd'hui avec Marine Livotti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'Office du viager. Alors Marine, vous nous emmenez d'abord dans le sud, au soleil. On prend la direction de Nîmes. Oui, tout à fait. On est sur une ville qui est très dynamique, qui est prisée pour son ensoleillement, son patrimoine, sa qualité de vie. Et aujourd'hui, donc, je vous propose un bien que nous vendons donc en nue propriété. Donc, c'est un principe sur lequel il n'y a pas de rente mensuelle, uniquement un bouquet à verser au moment de l'acquisition. Sur la maison dont je vous parle, on est sur une maison qui fait 207 mètres carrés, qui est occupée par un vendeur, donc un homme de 74 ans, et la valeur vénale a été estimée à 700 000 €. Donc là, vous l'avez dit, c'est une vente en nue propriété. Ça veut dire que le vendeur peut rester vivre dans son logement ou le louer, et l'acheteur bénéficiera d'une décote sur le prix du bien. Oui, c'est tout à fait ça. Donc pour cette maison, on a une décote qui est assez conséquente puisqu'on est sur plus de 39%. La décote, elle a été appliquée en tenant compte de l'espérance de vie du client, qui est basée sur à peu près 14 ans d'espérance de vie. Et donc on a tenu compte puisqu'il va conserver l'usufruit jusqu'à la fin de ses jours. La vente, on la propose pour un bouquet de 422 000 €, ce qui veut dire que donc c'est un bouquet unique comme on l'a dit précédemment. Donc ça permet à l'acquéreur de faire une belle acquisition en faisant l'achat d'un patrimoine sur lequel il va permettre à un vendeur de rester sereinement dans son bien. Et on a une propriété qui est très agréable, lumineuse, on a un jardin, un garage, et c'est dans un secteur qui est très résidentiel. Oui, il y a une piscine aussi. C'est vrai que la maison est vraiment canon, donc c'est un contrat gagnant-gagnant, on peut le dire. Tout à fait. Et pour le deuxième bien, on prend de l'altitude. Oui, c'est ça. Moi, je vous propose pour le deuxième bien qu'on parte sur la Haute-Savoie, à Doussard. On est très proche du lac d'Annecy. Oui, donc c'est un secteur extrêmement recherché. Paysage calme, il y a le lac aussi, c'est un cadre de vie exceptionnel. C'est très apaisant, il faut le dire. Donc là, on est sur quel type de bien ? Alors là, on part sur un bien donc qui est une maison qui a en plus l'attrait d'avoir un petit appartement au-dessus du garage. On est sur un viager occupé avec rente sur un homme cette fois-ci qui a 65 ans. Donc on voit en plus qu'on peut faire sur des achats sur différentes catégories d'âge. La valeur vénale sur ce bien-là, on est sur 655 000 € et l'acquéreur va lui avoir à verser non pas cette somme pleine puisqu'il va verser un bouquet de 97 575 € le jour où il passe chez le notaire, puis ensuite des rentes mensuelles de 1 150 € par mois. Donc en fait, on voit que sur une espérance de vie d'un peu plus de 20 ans, là, par rapport à cette personne, on va avoir une décote qui va permettre de faire chuter le prix au mètre carré à environ 2 820 €, quand dans le secteur, on voit des prix qui dépassent très largement les 5 500 € du mètre carré. Donc on voit qu'on fait un placement qui est parfaitement sécurisé dans l'un des plus beaux cadres de France, avec un prix au mètre carré qui défie un petit peu toute concurrence. Et oui, c'est vrai que les photos donnent envie, ça fait vraiment chalet en bois. Merci beaucoup Marine, je rappelle que le site internet officeduviager.fr vous propose des biens achetés en viager, il y a un onglet, donc allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez filtrer par région. Eh bien, c'était Parlons Viager. Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé.
Et tout de suite, on va attaquer la grande question de la semaine. Alors pour une fois, j'allais dire, c'est pas la grande question, mais c'est le grand coup de gueule. On va parler de l'encadrement des loyers, Bérénice. Ah oui, alors pour revenir, pour resituer, pour rester très factuel, donc j'en parlais dans mes infos, jeudi à l'Assemblée nationale a été adoptée en première lecture une proposition de loi pour pérenniser et renforcer l'encadrement des loyers qui était jusqu'ici, je vous le rappelle, une expérimentation qui devait s'arrêter en 2026. Donc le texte doit maintenant poursuivre la navette parlementaire et une évaluation est attendue au printemps 2026. Un rapport pour savoir si cet encadrement de loyer c'est bien ou pas. Donc derrière ce vote, il y a toujours ce double effet à court terme. C'est la promesse de protéger les locataires et ça, on ne peut pas s'en plaindre, sur le papier c'est très bien parce que c'est vrai, on l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure Jordan, c'est vrai qu'il y a les loyers qui ont explosé. En revanche, le problème c'est à long terme. La question qui est clé, c'est l'impact que ça va avoir sur les investisseurs et donc sur l'offre locative, ce qui va créer de la tension sur le marché. Une offre locative qui est déjà vitrifié littéralement. Ah bah oui, en plus il y a les logements G qu'on peut plus louer, le G avec le DPE, donc forcément le diagnostic de performance énergétique. Donc il y a déjà des logements qui ont été retirés de la location, c'est vrai Sylvain. Donc Jordan Frarier, vous qui présidez Foncia Transactions, vous voyez le marché au quotidien. Ce vote pour vous, est-ce que c'est un garde-fou utile ou un signal qui risque au contraire d'aggraver la crise en décourageant l'investissement locatif, parce que c'est ça, et je rappelle que cet investissement locatif il est fait par des petits propriétaires, vous-même vous le constatez. Donc concrètement, dans les villes encadrées, qu'est-ce que vous observez sur le comportement des vendeurs et des acheteurs et donc ces investisseurs? Un point de vue très factuel, en dehors de toute politique, en dehors de tout bord. Là, c'est factuel. Très factuellement, c'est une autre démotivation de l'investisseur et du bailleur, puisque à la fois on peut voir le côté investisseur. On voit que dans toutes les villes dans lesquelles nous avons l'encadrement des loyers, on a perdu la moitié à minima de nos clients investisseurs bailleurs. Là où le marché continue d'être plutôt bon sur les villes qui n'ont pas l'encadrement du loyer aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que sur le stock, j'en parlais aussi tout à l'heure, on a beaucoup de biens à louer chez Foncia, en tout cas de biens en gestion. Sauf que quand il faut relouer aux conditions d'encadrement de loyer, on a les gens qui décident de retirer le bien locatif et de le mettre à la vente ou de le garder pour eux. Donc on tue le marché locatif. Ah mais il y a pas d'autre mot d'ailleurs. On précise d'ailleurs parce que nous on a interviewé ensemble Anaïs Glemer, et qui est députée. On n'a pas eu Inaki Etchaniz, j'arrive jamais à prononcer son nom. En fait, c'est celui qui constitue pour les auditeurs, c'est celui qui porte ce dispositif. On a demandé à Anaïs Glemer, qui est présidente du Conseil national de l'habitat, on la salue d'ailleurs, on l'aime plutôt bien d'ailleurs. Oui, mais ça n'empêche pas. Mais que diable allait-elle faire dans cette galère? Parce que soutenir un tel projet, ça n'a vraiment pas de sens. Et elle nous a quand même, Sylvain, expliqué concrètement. Donc Anaïs Glemer, c'est la députée qui porte ce dispositif, qui a porté ce projet de loi avec Echaniz, l'autre députée, et elle nous a quand même avoué qu'elle n'a aucune idée de l'impact que ça aura sur le long terme. Il y a un rapport. Il n'y en a pas eu d'impact. Il y a un rapport qui doit être fait par le gouvernement et qui arrive en mai 2026. Donc en fait, c'est un peu la consternation. Pourquoi cette loi est votée avant ce rapport? Et moi, j'avais une question parce que pour vous aussi, Jordan, la députée Sylvain nous a dit très clairement le risque. Elle nous a dit le risque, c'est que si on enlève cet encadrement, en gros, les propriétaires vont augmenter les loyers, on pourra encore moins se loger. Est-ce que c'est ce que vous constatez dans les villes qui ne sont pas encadrées? Alors, objectivement, deux choses à vous dire. Il n'y a aucune raison que ça fasse exploser les loyers, parce qu'en fait, jusqu'à preuve du contraire, il faut que les Français aient les moyens de payer le loyer. Comme les salaires n'ont pas augmenté, par définition, il y a un moment donné, ils ne peuvent pas. La deuxième chose, c'est que en fait, un des problèmes de l'encadrement des loyers, c'est qu'il n'y a pas de réciprocité. Où est la compensation du bailleur? Demain, vous mettez une compensation au bailleur. Très juste ce que vous dites, parce qu'en fait, en réalité, ok, je plains le point de vos loyers, mais je vous donne quelque chose en échange. En réalité, je vous donne rien, quoi. Les dispositifs fiscaux dans le neuf qu'on regrette, qu'on déplore aujourd'hui, comme la Pinel, c'était quoi? C'était des loyers avec des plafonds de ressources et un avantage fiscal en face. On est tous d'accord, donnant. Et les propriétaires sont d'accord là-dessus. On leur donne des avantages, mais ce qu'on fait par exemple parce que je fais une petite digression, mais le LMNP c'est un peu la même chose. Le loueur meublé non professionnel. Et oui, il a été raboté. On prend d'une poche pour prendre sur une autre. C'est à se demander justement si le gouvernement ne veut pas une France de locataires, une France de propriétaires. C'est vrai que je vais me faire un peu l'avocat du diable. Vous savez, Sylvain, moi au départ j'étais pour l'encadrement des loyers. Je soutenais ce dispositif. D'ailleurs, je me l'étais même parfois disputé avec certains professionnels, parce que sur le
papier. Moi, j'ai été locataire et moi, j'ai connu la galère d'arriver à Paris, de ne pas pouvoir se loger face à des propriétaires, certains, pas tous, pas en tout cas ceux qui passent par des professionnels, parce que moi, c'était en direct. C'était pas quelqu'un qui passait par un professionnel et à l'époque, je payais des sommes exorbitantes pour me loger. Mais c'est vrai qu'il y a cet effet sur le long terme qui décourage vraiment les investisseurs que j'avais pas. Et là, quand je discute, quand je vois sur le marché ce qui se passe, c'est quand même terrible pour l'offre locative. Il y a quand même un sujet dont il faut qu'on parle aussi, c'est cette augmentation du foncier. Et il y a ça aussi derrière, parce que les loyers, ils suivent aussi l'augmentation d'un bien. Et ça, on le voit, les Français le voient. Pour acheter aujourd'hui, ça devient de plus en plus cher. L'immobilier augmente, le prix de la pierre augmente. Le prix de la pierre a augmenté et la fiscalité a augmenté dans son ensemble. On a parlé de la taxe foncière, c'est un vrai sujet, mais tout a augmenté. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les Français ont du mal ou à acheter ou à investir. C'est que l'équation n'est plus rentable pour eux. Donc tout a augmenté en fait. Tout a augmenté, beaucoup moins les salaires. Oui, c'est ça le problème en fait, parce que le problème il est là. C'est ce qu'on se disait d'ailleurs tout à l'heure en préambule, c'est que à part je regardais le rapport de l'INSEE. L'INSEE, en 2018, les Français avaient une charge contrainte d'environ 18% sur le logement. Et devant, on avait l'alimentaire. Et là, en 2022, 2022, on est passé à 26% de contraintes, de charges contraintes, donc sur le loyer, avant l'alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, je résume, je paye mon loyer ou je mange. C'est manger ou payer, quelque part. Non, mais il y a un vrai sujet. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de Français qui sautent des repas. Je sais pas, j'ai vu une étude, une enquête cette semaine. Il n'y a jamais eu autant de Français qui sautent des repas, qui ne peuvent pas se nourrir. Alors, justement, on parlait des professionnels. Vive l'intermédiation, parce que l'intermédiation garantit justement cet équilibre. Alors oui, bien sûr, parce que nous on garantit. Par contre, ce qu'on voit passer à côté, c'est quoi ? C'est une espèce de marché parallèle dans lequel soit il y a des propriétaires, pardonnez-moi, mais qui profitent de la situation, des marchands de sommeil, de la pénurie. Oui. On peut les appeler comme ça. Je suis bien d'accord avec vous. Ou des salopards, tout simplement. Voilà. C'est mieux quand c'est vous qui le dites. Ah oui, attention, Sylvain. Non. En tout bien, tout honneur. On peut débattre, on peut ne pas être d'accord, mais dans le respect. J'assume. Vitalité démocratique. Et une augmentation des locaux vacants. Ouais. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, les travaux, sujet. La fiscalité, il y a des Français qui préfèrent aujourd'hui laisser les appartements vides. Et on ne cessera jamais d'en parler sur Parlons Immo. Et d'ailleurs, c'est l'émission qui fait écho à vos besoins, les amis. Les conseils que vous demandez, le numéro, c'est 72018. Vous tapez Immo, vous posez votre question, on vous y répond chaque semaine, 12h, 13h. Et c'est rediffusé également sur l'antenne de Radio Immo tous les mardis à midi. On va vous souhaiter un excellent week-end à tous. Merci Jordan Frarier, président de Foncia Transactions. C'est la bonne adresse pour se loger. On est ravis avec toute l'équipe, Grégoire Darico, Bérénice de Florio, le docteur Laurent Permas. On vous retrouve la semaine prochaine pour Parlons Immo. Prenez soin de vous et belle fête de fin d'année à vous tous. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.